Aujourd'hui, nous recevons Fahim Ennouhi, historien de l'Antiquité et docteur de l'université Ibn Toffaïl, où il a consacré sa thèse aux cultes antiques en Afrique du Nord romaine, dont bien évidemment le culte de Mitra. Il enseigne au sein du ministère de l'Éducation nationale au Maroc et a également participé à plusieurs chantiers et prospections archéologiques, notamment à Lixus et dans la région de Larache. Son premier livre, qui vient de sortir, et donc vous aurez le lien ici en bas pour tous ceux qui sont intéressés, Le culte de Mitra en Afrique du Nord antique, propose un état des lieux des attestations mitriaques connues dans la région. Il y réunit la documentation épigraphique et archéologique disponible, réexamine les inscriptions attribuées au culte et interroge la réalité et la diffusion du culte de Mitra dans les provinces africaines. L'étude met en évidence un dossier finalement restreint, quelques inscriptions fragmentaires, un nombre limité de reliefs et une présence du culte essentiellement liée au milieu militaire, sans preuve d'une implantation documentée ou structurée dans les communautés locales. Nous allons discuter avec lui de cette enquête, des sources dont nous disposons réellement pour comprendre le culte des Mitra africains, ainsi que des limites, mais aussi des apports de son travail. Bonjour Fahim et merci encore pour votre présence. Je vous remercie, vous, chaleureusement, pour cette initiative d'organiser cette visioconférence afin d'échanger autour de mon livre. C'est pour moi un honneur et un grand plaisir de pouvoir discuter de ces recherches avec vous. C'est nous c'est l'honneur, il est pour nous. Je vous remercie encore grandement pour ce temps que vous avez pris pour nous parler de votre dernier ouvrage. Et avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais quand même en savoir un peu plus sur votre motivation personnelle, d'où vient votre intérêt pour le culte romain et pour le culte de Mitra en particulier. Bon, on pourrait dire que l'intérêt pour les cultes romains et pour Mitra en particulier s'inscrit dans un long parcours personnel et intellectuel. Depuis jeune âge, les civilisations antiques et surtout les croyances religieuses m'ont fasciné. Malgré un baccalauréat en sciences mathématiques, j'ai choisi de m'orienter vers les études d'histoire, poussé par cette passion pour l'Antiquité et les religieux anciennes. En licence, j'ai travaillé sur un mémoire de traduction commentée d'une partie de l'ouvrage de Louis Châtelain, Le Maroc des Romains, ce qui m'a permis d'entrer directement dans la documentation sur l'Afrique du Nord antique et de mieux comprendre la place de cette région dans le monde romain. Ensuite, pour le master, j'ai poursuivi cette démarche avec un travail consacré aux tribus de l'Afrique du Nord antique, à partir notamment de l'ouvrage de Johan Desange, Les tribus africaines de l'Ouest du Nil. Cette recherche m'a sensibilisé sur la complexité des tissus ethniques, sociaux et politiques de la région et à l'importance des questions d'identité, de contact et même de circulation. Dans la continuité de ce parcours, j'ai consacré ma thèse doctorale aux cultes orientaux en Afrique du Nord, car j'ai voulu contribuer à une meilleure connaissance du passé religieux de cette région, en mettant en lumière des aspects peu étudiés comme les cultes égyptiens, phrygiens, perses, syriens, etc. En travaillant sur ce sujet, j'ai alors constaté que le paysage religieux provincial était beaucoup plus riche qu'on le suppose, généralement avec des cultes qui témoignent de la circulation des hommes, des idées à l'échelle méditerranéenne. Pour Mitra, je peux dire que ce qui a retenu particulièrement mon attention, c'est que sa présence en Afrique du Nord était discrète, partiellement secret, car il s'agit, comme vous le savez, d'un culte à mystère qui pose un défi méthodologique. Il faut croiser les inscriptions, l'iconographie, l'archéologie, pour un peu reconstituer les aspects du culte. Cette situation invite à réfléchir non seulement à la diffusion du culte, mais aussi
à ses limites, à ses absences, à ses zones d'ombre. Donc, chercher à comprendre comment ces croyances venues d'ailleurs ont été reçues, adaptées ou parfois refusées par les populations locales, qui m'a finalement conduit à faire des cultes orientaux mon principal champ de recherche. Pour situer un peu le débat, pouvez-vous décrire brièvement le paysage religieux et social de l'Afrique romaine avant et après l'arrivée des Romains? Bon, avant l'arrivée des Romains, le paysage religieux et social de l'Afrique du Nord se caractérise par une grande diversité. Sur le plan social, on trouve des populations libico-berbères organisées dans des tribus, avec leur propre structure de pouvoir. D'autre part, on trouve des pôles urbains plus développés, dominés par Carthage et par les royaumes numides et mauritaniens. Sur le plan religieux, ce monde est marqué par la coexistence de cultes locaux liés aux ancêtres, aux forces de la nature, aux astres, à certains animaux, et de cultes puniques, en particulier ceux de Baal Hamoun et de Thamuz. Et après l'arrivée des Romains et l'intégration progressive de cette région dans l'Empire, on peut voir une transformation sur le plan social. La romanisation s'accompagne d'un développement urbain important, de la diffusion du modèle municipal, de la montée en puissance des élites locaux-romanisées et de la présence durable de l'armée. Cela crée un nouveau espace de sociabilité où se redéfinissent les identités et les hiérarchies. Au niveau religieux, les dieux romains et le culte impérial, les divinités des colons, des soldats et des marchands viennent s'ajouter au culte déjà en place. On ne passe pas d'un système à un autre par substitution, mais plutôt à un paysage religieux composite où les phénomènes de superposition, d'identification et de syncrétisme sont fréquents. Donc, si on veut un peu donner un résumé, on peut dire qu'avant Rome, l'Afrique présente déjà un paysage religieux pluriel, enraciné dans les traditions locales et publiques. Et qu'après l'intégration dans l'Empire romain, ce paysage se complexifie. Alors, avec l'ajout des cultes ramenés par les Romains. C'est à l'intérieur de ce cadre qu'il faut situer l'apparition et la diffusion des cultes orientaux. Ces cultes qui ne remplacent ni les dieux locaux, ni les dieux romains, mais ils offrent des formes particulières de religiosité, souvent marquées par l'initiation, les associations des fidèles, les promesses de salut, etc., etc. Pouvez-vous nous expliquer aussi comment des cultes venus d'horizons divers, comme ceux de Cybèle, d'Isis ou de Sérapis, s'intègrent dans le contexte religieux de l'Afrique romaine, et pourquoi, selon vous, certains d'entre eux connaissent un succès notable, alors que le culte de Mithras semble, au contraire, beaucoup moins bien prendre? Je pourrais dire que les cultes orientaux, comme ceux de Cybèle ou d'Isis, de Sarapis, s'intègrent dans l'Afrique romaine par des canaux qui sont très concrets. Ils apparaissent d'abord dans des grands centres urbains, surtout en Proconsulaire et en Numidie, là où se concentrent les réseaux de pouvoir, d'échanges commerciaux, de circulation d'hommes. Ils sont portés par des groupes bien identifiables. Là, je parle des hauts fonctionnaires, des prêtres, des soldats, etc. Ce qui facilite, et ça c'est le point, leur intégration, c'est qu'ils adoptent des épithètes, des iconographies et des fonctions plus compréhensibles par les Africains. Si on parle par exemple de Sarapis, il cumule du pouvoir des aspects célestes et infernaux. Isis devient protectrice de la navigation, garante de la prospérité. Cybèle entre dans un syncrétisme profond avec la déesse locale Kailasis, à un certain degré qu'on ne peut pas faire la différence entre deux. On les appelle Cybèle Kailasis. Ces cultes sont capables de se fondre au moins partiellement dans le paysage religieux existant, tout en gardant leur identité propre.
Il bénéficie également d'une certaine forme de reconnaissance quasi officielle et d'une visibilité sociale, ça c'est très important. On pense par exemple au lien attesté entre certaines divinités orientales et le pouvoir impérial et leur présence dans les monnaies. Si on parle de présence de monnaie, je peux là citer par exemple les monnaies qu'on a trouvées en tripolitain de Sérapis, au moitié, la première, pardon, le moitié du 1er siècle avant Jésus-Christ. Ou encore, on peut parler du rôle joué par les autorités civiles dans la promotion de ces cultes à travers les dédicaces, la construction du temple, l'organisation de cérémonies publiques. Aussi, on parle des processions, des fêtes, des rites publics, comme l'ouverture de la session de navigation, de Navigium, pour Isis, ou le rutier de Lavatio, de Cybèle. Ces moments, on peut dire que ces cultes se donnent à voir l'ensemble de la population et peuvent toucher un public plus large, même si cette participation est parfois davantage à l'ordre de spectacle que l'adhésion profonde. Pour le culte du Mitra, là c'est le point. Il prend beaucoup moins bien en Afrique du Nord. Plusieurs facteurs peuvent s'expliquer. D'abord, la nature elle-même du mitraïsme. Il s'agit d'un culte à mystère fortement initiatique, réservé aux hommes, organisé dans des espaces qui sont clos. C'est un culte qui est peu visible. Il n'offre pas des grandes processions ou des fêtes publiques que l'on trouve chez Cybèle ou bien chez Isis. Il ne dispose pas du même impact visuel et collectif sur la société locale. Ensuite, la base sociale de Mitra en Afrique du Nord semble beaucoup plus restreinte. Les témoignages épigraphiques les rattachent surtout à des milieux précis, militaires, fonctionnaires, cercles masculins, c'est tout. Donc, et non à l'ensemble du corps civique. À la différence d'Isis, par exemple, Mitra ne s'adresse ni aux femmes ni aux esclaves, dans la même mesure, et ce qui limite d'emblée son rayon de diffusion. On peut ajouter aussi que Mitra s'intègre moins bien que d'autres divinités orientales dans les enjeux de syncrétisme avec des dieux locaux aux Romains. Là où Isis, Sarapis ou même Cybèle peuvent être associés à des divinités déjà connues, insérées dans le panthéon urbain et utilisées par des élites comme vecteurs de prestige et d'affichage politique, Mitra reste souvent un culte de groupe, marqué par une forte cohésion interne mais une faible couverture avec l'extérieur. On pourrait, ça, généralement, ce qui différencie les autres cultes de Mitra pour l'intégration au sein de ce paysage religieux africain. Comment c'est dans votre étude, le culte des Mitra est arrivé en Afrique romaine? Par quel vecteur et à quel moment? Les vecteurs principaux de cette implantation sont, on pourrait les diviser en trois. D'abord l'armée, en particulier les milieux liés à la 3e Légion d'Auguste et aux troupes auxiliaires stationnées en Numidie. Ensuite, certains milieux administratifs et urbains romanisés, et notamment les fonctionnaires, les officiers qui ont pu être initiés au culte Mitra dans d'autres provinces et avant d'être mutés ou installés en Afrique. On peut aussi ajouter un troisième vecteur lié, cette fois-ci, aux milieux commerciaux. Mitra étant, après tout, un dieu de contrat, il a très probablement circulé avec les commerçants. En Afrique du Nord antique, on a remarqué en effet un nombre non négligeable de cités côtières où des indices de sa présence ont été mis au jour, comme Carthage, Cyclade ou bien Caesarea. Là, à Caesarea, où on a une inscription d'un affranchi, a été classé par Marcel Leglay, très vraisemblablement parmi les témoignages de commerçants. Cette prédominance du vecteur militaire n'est pas propre à l'Afrique. À l'échelle de l'Empire, Mitra est un culte fortement associé aux soldats.
qui circule entre les provinces frontières. En Afrique du Nord, le culte suit les mêmes logiques. Il apparaît là où l'armée est fortement présente. On peut supposer que Mitra n'arrive probablement pas en Afrique directement de l'Iran ou de la Syrie, mais par l'intermédiaire de provinces relais où le culte est déjà bien implanté. On peut dire en résumé, dans le cas d'Afrique, le culte Mitra ne se diffuse ni par un enracinement populaire, ni par un grand projet politique, mais au gré du mouvement de l'armée. C'est ça. Vous citez aussi Alain Cadot, qui suggère que certains dieux romains ou romanisés ont influencé durablement les divinités africaines, même sans implantation massive. Comment ces phénomènes pourraient-ils s'appliquer au cas de Mitra? Ouais, l'observation de Cadot dans son ouvrage La romanisation des dieux repose sur un constat général, c'est que ce qui compte, c'est pas seulement le nombre de sanctuaires ou de fidèles, mais aussi la capacité d'un culte de proposer des modèles, des images, des schémas religieux réutilisables par l'autre. Dans le cas de Mithras, cette idée ne peut pas s'appliquer qu'avec beaucoup de prudence. Ma documentation montre en effet que le mitraïsme en Afrique du Nord reste marginal, socialement très sélectif et peu intégré au jeu de syncrétisme avec divinité locale. On ne peut donc pas à ce stade identifier une divinité africaine qui aurait absorbé Mitra ou repris directement son nom, ses titres ou son iconographie de manière stable. L'influence n'est pas de cet ordre-là. Si l'on élargit un peu la focale, on peut envisager une forme d'influence plus structurelle, par exemple, sur les modes de représentation du salut. Le culte du Mitra propose une vision structurée de salut, d'initiation, de grade, de passage et des banquets de delà. Là, il est difficile de montrer un transfert direct vers une divinité africaine précise. Si on appliquait au cas de Mitra l'intuition de Cadot, il ne s'agit pas d'une influence spectaculaire et aisément repérable sur une divinité africaine et en particulier, mais plutôt d'une influence discrète et indirecte. Mitra ne façonne pas une divinité africaine identifiable, mais il participe à la marge à la reconfiguration du paysage religieux africain à la fin de l'Antiquité. On va contextualiser un peu, si vous pouvez nous dire quelles sont les premières attestations fiables du culte de Mitra en Afrique du Nord. Ouais, les premières attestations vraiment fiables du culte du Mitra en Afrique du Nord sont relativement tardives par rapport à d'autres régions de l'Empire. La plupart des chercheurs, là ici je peux dire De Villefosse, Charles Daniels, Marcel Leglay, s'accordent pour situer l'implantation mitriaque à partir de la seconde moitié du IIe siècle après Jésus-Christ, sur la base des données épigraphiques. Si l'on se fonde vraiment sur les inscriptions aujourd'hui connues, les premières attestations sur des cultes de Mitra en Afrique du Nord se situent donc à partir de la deuxième moitié du IIe siècle après Jésus-Christ, et elles sont étroitement associées au milieu militaire et aux élites romanisées des provinces de milieu des Césariennes. La première attestation épigraphique remonte, d'après Daniels bien sûr, 183-184 après Jésus-Christ, et c'est une dédicace qui est faite par un légat qui s'appelait Marcus Valerius Maximianus, qui était le légat de la 3e Légion Auguste. Donc, toute hypothèse d'une présence plus ancienne reste à ce stade dépourvue de fondements épigraphiques solides. Votre étude montre que la communauté mitriaque africaine est essentiellement composée des soldats, d'étrangers et des cadres militaires ou administratifs, comme nous venons de dire. Comment expliquez-vous que le culte n'ait jamais véritablement conquis les populations urbaines ou rurales locales? D'après les données que j'ai réunies, il est clair que le culte du Mitra n'a jamais vraiment réussi à s'implanter au sein des populations urbaines ou rurales locales. La première raison tient tout simplement à la documentation. Nous disposons pratiquement d'aucune inscription dédiée à Mitra par des habitants ordinaires.
c'est-à-dire des artisans, des commerçants, des ouvriers ou des membres des couches moyennes ou modestes des cités africaines. L'absence de ces voix dans le dossier épigraphique suggère que le culte n'a pas suscité d'adhésion large au niveau local. Contrairement à d'autres cultes orientaux plus visibles et plus ouverts. Bon, deuxièmement, on peut parler aussi, si on peut voir le tableau des adeptes que j'ai proposé dans mon ouvrage, il montre très nettement que la quasi-totalité des dédicants appartient à des milieux spécifiques. Des soldats, souvent liés à la 3e Légion Auguste, ou à des troupes auxiliaires venues de l'Afrique comme renfort, ainsi que des fonctionnaires et des cadres de l'administration impériale. On est donc face à un culte fortement socialisé dans des cercles masculins fermés, militaires et administratifs, et non dans le tissu civique ordinaire. À cela, on peut ajouter des facteurs plus structurels. Le mitraïsme est un culte à mystère, réservé aux hommes, fondé sur l'initiation, les grades, les rites célébrés dans des espaces clos. Il ne propose ni grande procession publique, ni fête spectaculaire, comparable à celle d'Isis ou de Cybèle, qui pouvaient attirer ou impressionner les populations locales. Son caractère sélectif, secret et peu africanisé a limité sa capacité d'entrer en résonance avec les traditions religieuses des cités et des campagnes. Si on veut faire une petite comparaison entre Mithra, par exemple, et Sérapis, on constate que ce dernier dispose de monnaies mises dès le milieu du 1er siècle que je viens de lire, avant Jésus-Christ. Ces monnaies indiquent un caractère populaire du culte, puisque c'est la population qui est appelée à les utiliser. Si les autorités qui les ont frappés n'étaient pas sûres que le peuple les accepterait, elles n'auraient pas entrepris à les émettre. Mithra, en revanche, ne possède aucun monnayage, du moins en Afrique. Ce qui conduit à penser qu'il ne s'agissait pas d'un culte populaire. De plus, je n'ai trouvé dans aucune des sources que j'ai consultées pour mon étude sur Mithra, dans cette région, de lampes représentant le dieu. Or, on sait que les lampes étaient indispensables à l'éclairage et donc largement diffusées. Si le culte de Mithra avait été véritablement populaire, il aurait au moins existé un petit atelier produisant des lampes à son effigie, destinées à être achetées par les fidèles. En somme, ce qui ressort de mon étude, c'est qu'en Afrique du Nord, Mithra demeure un culte de groupe limité. Il ne devient jamais un culte véritablement partagé par les communautés urbaines ou rurales locales. Comment le mitraïsme s'est-il articulé avec le culte berbère locaux? Peut-on parler des résistances, d'indifférence, ou existait-il des cas d'appropriation? Bon, sur la base de la documentation actuelle disponible, il est très difficile de parler d'une véritable articulation entre le mitraïsme et les cultes berbères locaux. Nous ne disposons pas d'indices suffisants pour évoquer une résistance explicite, ni même une indifférence clairement repérable. En réalité, ce qu'il apparaît surtout, c'est l'absence de contact direct. On a plutôt l'impression d'une non-rencontre que d'un affrontement ou d'un dialogue. Sur le plan des contenus religieux, le décalage est profond. Le culte du Mithra véhiculé par des idées de l'invisible, salut, mortalité, résurrection, etc., qui sont largement étrangères aux populations africaines, habitués au culte des esprits, des ancêtres, des soleils, de la lune et certains animaux, et fortement marqué par l'héritage des divinités puniques. Il n'y a pas à ce stade de point de rencontre évident ou de convergence structurante entre ces formes de religiosité et de caractère ésotérique, initiatique et masculin du culte Mithra. Je pense qu'on ne peut guère parler ni d'appropriation, ni même de véritable confrontation. Le mitraïsme reste cantonné à des milieux spécifiques, là je veux dire militaires, administratifs,
sans réussir à entrer dans le jeu de syncrétisme avec des cultes berbères locaux. Les quatre mitréums identifiés en Afrique du Nord, ceux de Lambèse, de Rusicade, de Tidis, de Cirta, est-ce qu'ils présentent des caractéristiques architecturales spécifiquement africaines? Pas vraiment. À partir du dossier que j'ai rassemblé, il est difficile de parler de caractère architectural qui est spécifiquement africain pour les mitrailleums de Lambèse, Rosica, Tidis ou même Kerta. Ce que montre avant tout le corpus, c'est l'inscription de ces sanctuaires dans le grand modèle architectural du mitraillisme romain, avec des adaptations ponctuelles au relief, au tissu urbain et au contexte religieux local, plutôt qu'une véritable école africaine originale. D'une part, le mitrailleum de Lambèse se situe en plein cœur de la capitale militaire, avec une architecture conforme au type mitriaque et classique. L'analyse montre que son plan se rapproche davantage des modèles danubiens et des temples occidentaux que des sanctuaires orientaux. C'est un mitrailleum romain implanté en Afrique plutôt qu'une création africaine originale. D'autre part, le sanctuaire de Tidis introduit une nuance intéressante sans pour autant constituer un type africain autonome. Il combine en effet une grotte naturelle et un édifice construit sur un versant montagneux. Ce mitrailleum envisage l'hypothèse d'un double sanctuaire mitracibel avec l'existence d'une salle souterraine éventuellement liée au Torobolium. Là encore, le recours à la grotte, aux espaces enterrés, aux circulations verticales s'inscrit pleinement dans la logique du mitrailleum du spélaïum. Hein. Pour Kirta, la documentation se lit surtout des caractères cryptiques et du lieu de culte. Le gouverneur offre un spélaïum, une crypte dotée de statues et de décors, probablement située dans une zone qui est un peu riche en grottes, ce qu'elle appelait les grottes de pigeons. Ici encore, on trouve la préférence mitriaque pour les espaces caverneux, insérés dans un centre urbain de premier plan. La singularité de Kirta tient moins à une forme architecture inédite qu'à son profil de grand capital intérieur. Des carrefours commerciaux et religieux, loin des grands ports et des grandes bases militaires habituellement associées au culte. Enfin, à Rosicade, nous ne disposons pas de plan de mitrailleum lui-même, mais seulement un ensemble d'éléments cultuels. Toroctomie, des statues de Cortès et de Cotopatès, mitra liantocéphale, roches entourées de serpents, vases de purification. Tout converge vers l'hypothèse d'un temple souterrain à soumis ou bien soumis souterrain, conforme au modèle mitraillé classique. Les quatre mitrailleums identifiés en Afrique du Nord ne présentent pas à proprement parler de caractéristiques architecturales spécifiquement africaines. Normalement, ils s'inscrivent globalement dans un grand modèle du mitraillisme romain. C'est ce qu'on peut dire. Hein. Il n'y a pas vraiment de spécialité africaine. Non, vous venez de le dire, hein, il y a quand même des affinités des temples à Mitra en Afrique, plutôt des affinités avec les provinces danubiennes qu'avec l'Orient romain. Comment expliquer ce constat? Bon, d'après Marcel Leglay, le sanctuaire de Lambèse se rapproche du tube danubien et des temples mitriaques de l'Occident, et non des sanctuaires orientaux. Autrement dit, l'architecture elle-même ici peut fonctionner comme un marqueur de trajectoire. Elle révèle le chemin suivi par le culte. Cela signifie que le mitraillisme africain ne s'est pas implanté directement de l'Orient, mais qu'il est arrivé par l'intermédiaire de provinces occidentales, et plus particulièrement du secteur danubien et peut-être par Rome. Cette parenté architecturale s'accorde parfaitement avec la composition sociale que j'ai mise en évidence.
une communauté formée en grande partie de soldats et de hauts fonctionnaires. Si on revient vers les inscriptions, on trouve que plusieurs dédicants étaient des étrangers. On a Marcus Valerius Maximianus et Marcus Aurelius Sabinus de la Pannonie supérieure. Et les soldats de la cohorte de la deuxième et de la septième cohorte de la... pardon, les cohortes, on a la septième et la dixième de la deuxième légion herculienne mentionnée dans le franc de Cétéphis était également originaire de Pannonie. On a aussi Publius Quionius Albinus et Marcus Aurelius Licinius sont tous les deux originaires de Rome, ainsi qu'Aurelius Nectorius, un centurion du porte-drapeau britannique installé à Volubulus. On voit ainsi se dessiner les réseaux de diffusion essentiellement militaires et administratifs, reliant les provinces danubiennes de l'Afrique à l'Afrique. Transfert de troupes, carrières d'officiers, déplacés de cadres impériaux qui importent avec eux leurs pratiques religieuses, y compris leur modèle de sanctuaire. En somme, la parenté architecturale avec les provinces danubiennes confirme que le mitraillisme africain s'inscrit dans un circuit occidental et danubien de diffusion de culte, porté par l'armée et par les élites romanisées, plutôt que dans un courant directement issu de l'Orient romain, et des millions indigènes aussi. Bon, en particulier, de ces 4 mitréums que vous avez identifiés, celui des Tidis pose plus de questions que d'autres. Il est un peu plus particulier. En quoi peut-il être considéré comme singulier? Pourquoi? Si vous pouvez nous expliquer un peu ça. Et quelle importance lui accordez-vous? Le mitréum de Tudis occupe une place tout à fait particulière dans le dossier africain, précisément en raison de sa configuration architecturale singulière. Contrairement à Lambèse, qui illustre un modèle mitriaque classique d'influence danubienne, inséré dans un cadre urbain, Tidis associe une grotte naturelle et un édifice construit sur un versant montagneux, à proximité immédiate de la voie principale de l'entrée. C'est à peu près, si je me rappelle très bien, c'est 40 mètres de la grande portée de l'entrée de la ville. Il est à la droite. Cette implantation met en évidence une adaptation très poussée au relief et une intégration originale du culte dans le paysage urbain et religieux local. Son importance tient d'abord à cette dimension architecturale. On a un cours pavé, la colonne, escalier à cette marche, si je me rappelle très bien, un sac rectangulaire, grotte rituelle, tout cela suggère un parcours complexe, articulant espace ouvert et un espace caverneux, niveau supérieur et niveau intérieur. Ensuite, l'inscription mentionnant des culturesses de Mitra montre que la communauté locale de dévots a joué un rôle direct dans l'édification du sanctuaire. Le mitréum de Tidis n'est donc pas seulement un temple importé par l'armée ou par de grands fonctionnaires. Il témoigne aussi d'un engagement collectif de fidèles organisés, ce qui en fait un observatoire privilégié des formes d'association mitriaque en Afrique du Nord. La découverte du phallus sculpté, la tête des taureaux, l'hypothèse d'un possible double sanctuaire mitracibel lié au tauropolium renforce encore l'intérêt du site. Tidis apparaît comme un lieu où se croisent plusieurs traditions rituelles, mitriaques et probablement sibéliennes, ce qui en fait un laboratoire précieux pour réfléchir aux interactions entre cultes orientaux dans un contexte africain. Dans ce même mitréum, dans le mitréum de Tidis, on trouve plusieurs reliefs, mais en particulier on trouve 2 qui sont assez inusuels, qui représentent des phallus à pattes de coq. Ce motif a parfois été associé au culte de Mitra, puisqu'il est trouvé là dans un contexte mitraïque, alors qu'il est rarement attesté ailleurs dans l'Empire. Des travaux récents, notamment ceux de Salima Siada, proposent plutôt d'y voir un symbole apotropaïque, c'est-à-dire à visée protectrice, ou un élément emprunté à d'autres traditions, peut-être locales. Comment interprétez-vous la présence de ces reliefs dans ce sanctuaire?
Bon, le phallus à pattes de coq découverte, ça pose seulement un problème. Effectivement, c'est une pièce troublante et en même temps très révélatrice des limites de notre lecture métriaque des objets. Il est sculpté sur un bloc parallélopédique dans une forme qui évoque clairement un coq, dressé sur des pattes munies d'arceaux, a été trouvé dans le contexte du sanctuaire de Mitra. Et c'est cette association topographique, plus que le motif lui-même, qui a conduit une partie de la recherche et à en faire un indice mitriaque. Dans mon approche, je serai plutôt prudent et j'insisterai sur 3 points. Le premier point, c'est un objet contextuel, et pas un symbole métrique classique. Le motif de phallus à pattes de coq n'appartient pas à proprement parler au répertoire iconographique habituel du culte de Mithra. On ne le retrouve pas ou quasiment pas dans les grands ensembles mitriaques connus ailleurs dans l'Empire. Son interprétation comme symbole de Mithra repose donc avant tout sur sa présence dans l'ère de sanctuaire et non sur une tradition mitriaque légèrement attestée. De ce point de vue, il est plus juste de parler d'indices contextuels que de marqueurs mitriaques sûrs. Deuxièmement, on peut parler d'un symbole probablement apotropéique et bien lié à d'autres traditions. Le caractère à la fois phallique et animal de la pièce, son aspect agressif et sa localisation dans un espace culturel invite à y avoir un symbole à forte charge apotropéique, destiné à protéger le lieu, à éloigner le mal et à canaliser des forces vitales. Ce type de symbolisme dépasse largement le seul cadre mitriaque. Dans le sanctuaire de Tidis, je rappelle moi-même la présence d'éléments qui renvoient au Torbolium et au culte de Cybèle, ainsi que l'hypothèse d'un double sanctuaire Mitra-Cybèle. Dans cette perspective, le phallus à pattes de coq peut très bien appartenir à un horizon symbolique plus large, partagé par plusieurs cultes orientaux et par exclusivement métriaque. Le troisième point, c'est qu'il est une pièce importante, mais à interprétation ouverte dans le dossier africain. Pour le mitraïsme africain, cette pièce reste importante à double titre. D'abord, parce qu'elle illustre la richesse et la complexité du décor de sanctuaire de Tidis, où coexistent grottes, bassins, têtes de taureau, etc., etc. Ensuite, parce qu'elle rappelle que les sanctuaires mitriaques d'Afrique, et celui de Tidis en particulier, ne peuvent pas être lus comme des espaces purement mitriaques, mais comme des lieux de superposition et d'hybridation rituelle. Voilà. On se rappelle aussi que voilà, si on prend en considération l'inscription des culturesses, ce sont des adeptes africains qui ont participé à la construction. Ça peut être avoir une relation avec d'autres croyances qui sont africains. Donc, en résumé, je serais réticent à faire du phallus à pattes de coq un symbole proprement mitriaque. Je le comprends plutôt comme un élément apotropéique ou polymorphe inséré dans un sanctuaire où Mitra coexiste probablement avec d'autres cultes orientaux. Sa place dans le dossier mitraque africain est donc réelle, mais surtout comme témoin de chevauchement, si vous acceptez, des traditions et des frontières floues entre les différents cultes orientaux en Afrique du Nord, plutôt comme emblème doctrinal du culte de Mitra lui-même. Effectivement, peut-être que c'est, comme vous le dites, on trouve l'interaction entre le culte de Mitra et d'autres cultes locaux. Est-ce que vous aurez la connaissance de ce genre de symboles dans cette région en particulier? Oui, c'est ça la question, parce qu'au nord d'Afrique, non, j'ai pas trouvé d'autres phallus dans aucun site mitriaque. Et même lorsque j'ai consulté le CCRM
vers Macérène. Je me rappelle pas très bien que j'ai trouvé un autre phallus dans son repère, dans son corpus. Donc c'est à peu près quelque chose qui est unique dans ce cas-là. Il y a aussi la découverte d'un buste de Caracalla dans un temple potentiellement mitraïque à Rusicade, qui a parfois été interprété comme un signe d'association entre le culte des Mitra et le culte impérial. Quelle est votre position sur cette hypothèse? Ouais, la découverte d'un buste de Caracalla dans un espace potentiellement métriaque à Rusicade ne me paraît pas suffisante pour postuler une véritable fusion entre mitraïsme et culte impérial. Euh, Elle témoigne plutôt d'un phénomène plus général, la présence de l'image impériale dans de nombreux espaces religieux publics, y compris là où se pratiquent des cultes orientaux. On peut y avoir une forme de cohabitation, voire de complémentarité rituelle. On aurait à la fois le dieu et l'empereur, mais pas nécessairement une intégration structurelle du mitraïsme au culte impérial. Si on consulte les inscriptions trouvées sur le sol africain, on trouve trois qui mentionnent des noms des empereurs. L'inscription de Simitus Shemtu, datant du règne de l'empereur Elagabal, est dédiée à l'empereur Marc-Aurèle Antonin et à Julian Maïssa. L'inscription de Lambèse est dédiée au Caius Iulius Verus Maximus, tandis qu'une troisième trouvée à Antiquaria dédiée à Marcus Antonius Gordianus. L'aspect que donnent ces inscriptions peut être trompeur. Le nombre réel de ces dédicaces reste limité par rapport au total des inscriptions disponibles. Et beaucoup relèvent de la logique bien connue de la complaisance et de la loyauté des élites municipales envers l'empereur impérial, le pouvoir impérial. Pour l'ensemble des cultes orientaux, la présence de l'empereur dans un contexte cultuel ne suffit pas à faire de ce culte un culte impérial. Le cas de Mitra est très différent de celui d'Isis ou de Cybèle. Le culte isiaque en Afrique du Nord a pris un caractère quasi officiel, en partie grâce à ses liens explicites avec les empereurs et leurs représentants, ainsi qu'à sa présence sur les monnaies que j'ai parlé tout à l'heure, les monnaies de Sérapis. Le culte phrygien, lui aussi, est fréquemment associé à la famille impériale de la Tripolitaine à la Tangitane, comme en témoignent de nombreuses inscriptions. À l'inverse, la relation entre Mitra et les empereurs reste faible. Le culte n'a jamais acquis un statut officiel, ça c'est clair. Dans votre livre, Le culte des Mitra en Afrique du Nord antique, dont le lien, pour tous ceux qui sont intéressés, il doit être ici en bas, sur la vidéo de YouTube, vous soulignez que le dossier reste opaque mais prometteur. Selon vous, quelle découverte archéologique pourrait faire évoluer notre compréhension du culte des Mitra africains et quels autres sites encore peu explorés méritent une attention particulière? Bon, quand je parle d'un dossier opaque mais prompteur, j'attends d'abord que tu reposes aujourd'hui surtout très peu de choses. On a 11 sites sur toute la région de l'Afrique, 4 mitraillons, 20 inscriptions, des vestiges archéologiques qui sont pauvres et une base sociale qui est très étroite. Dans ce contexte, quelques découvertes bien ciblées suffiraient à déplacer profondément le tableau. Par exemple, un mitraillon bien conservé, avec des inscriptions datées et décors complets. Lorsque je dis décor complet, c'est un décor qui a des scènes culturelles, murales, coloriées, des statues, de matériel religieux. Cela permettrait de préciser la chronologie locale, le profil social des adeptes, le degré d'organisation de la communauté et la place du culte dans la ville. Aussi, si on tombe sur des dédicaces émanant clairement de populations locales non élitaires, ça on souhaite bien avoir. Aujourd'hui, mon étude montre que les artisans, commerçants, ouvriers, petits gens sont quasiment absents dans le dossier. La découverte d'inscriptions mitraillères dues à des citadins ordinaires ou à des ruraux, pourtant des noms indigènes ou africains romanisés, transformait la question de la popularité du culte.
On passerait d'un mitraillisme de groupe fermé à un culte au moins partiellement partagé par le tissu civique. Aussi, ce que je souhaite, c'est avoir des indices implicites d'articulation avec des cultes locaux. Là, je parle de cultes qui sont berbères ou puniques. Pour l'instant, j'insiste à juste titre sur l'absence de syncrétisme clair entre Mitra et divinités africaines. Pas de Mitra avec KLS6 ou d'équivalence mitriaque de Balhamon, par exemple. Des découvertes montrant une co-dédicace systématique avec une divinité africaine ou punique obligerait à revoir l'idée d'une non-rencontre entre Mitra et des cultures berbères. En ce qui concerne les lieux, mon livre permet de dégager plusieurs axes de recherche prometteurs, même s'il en reste prudent. Les 4 sites déjà connus, mais encore partiellement exploités, c'est Lambèse. Pourquoi à Lambèse, on n'approfondit pas les zones de recherche aux alentours des sanctuaires? À titre 10, déjà, on a une complexité de sanctuaires qui regroupe grottes, terrasses, escaliers de cette marche, bassins et tout ça. Le secteur encore peut fouiller autour de la grotte et des structures souterraines restent clairement propices à des découvertes. À Kirta, la mention de Spélaïum et l'hypothèse de la grotte des pigeons suggère qu'un travail plus systématique sur de nombreuses cavités autour des rochers urbains pourrait révéler des niveaux culturels supplémentaires, voire d'autres phases d'aménagement mitriaque. À Rossicade, le matériel mitriaque, ce qu'on a indique un mitrium très probable, mais mal localisé. Des fouilles ciblées dans la zone de la colline de Boyala pourraient à terme retrouver le plan du temple et éclairer sa relation aux espaces portuaires. Je rappelle qu'on a parfois proposé des mitria à Volubulus et à Leptis Magna, mais que leur identification devrait être reconsidérée. Ce sont typiquement des dossiers où un réexamen archéologique et stratégique serait indispensable. Éventuellement associé à des nouvelles fouilles pourrait soit confirmer la présence mitriaque, soit l'infirmer. On peut même parler d'un mitrium à Carthage. Et là, c'est très important, puisqu'il y a des mentions de Tertullien, de l'existence d'un culte mitriaque à Carthage. Moi, je dis qu'il faut chercher surtout sous les églises chrétiennes byzantines, car un certain nombre considérable d'églises à Rome sont construites sur des mitriums. Ce serait tout ça à peu près. Si on arrive à voir quelque chose, ça sera vraiment très utile à comprendre le mitrisme en Afrique. Bon, il nous reste peu de temps, mais j'aimerais aussi quand même, si vous pouvez nous dire, pour vous, selon vous, qu'apporte l'étude du culte des Mitra à la compréhension des dynamiques religieuses en Afrique romaine? Bon, à mon sens, l'intérêt principal du mitraïsme africain est justement sa faiblesse. Le fait qu'il soit peu attesté, socialement très sélectif et mal intégré aux traditions locales, en fait un excellent observateur des limites de la diffusion du culte orientaux en Afrique romaine. D'abord, mon étude montre que l'Afrique romaine n'est pas un simple réceptacle homogène pour les cultes venus d'Orient. Les trajectoires d'Isis, de Cybèle, de Sarapis d'un côté et de Mitra de l'autre sont très différentes. Certains cultes trouvent des relais forts, s'ouvrent à la population, entrent en syncrétisme avec des divinités locales et peuvent acquérir un statut quasi officiel. Mitra, lui, reste cantonné à des réseaux précis. Là, je parle du militaire, des administratifs et masculins, avec un impact très limité sur les populations urbaines ou rurales. Cela oblige à penser les cultes orientaux non pas comme un bloc, mais comme une constellation de cultes aux fortunes inégales. Ensuite, le cas africain met bien en lumière le rôle des réseaux de circulation.
dans l'implantation des cultes. L'architecture des Mitrium, surtout l'Ambèze, pointe vers une origine danubienne plutôt qu'orientale, ce qui révèle l'importance des itinéraires de l'armée et des carrières des hauts fonctionnaires. Le mitraïsme africain montre aussi que la diffusion d'un culte oriental peut passer par des circuits occidentaux et non par un simple Est-Ouest. Par ailleurs, l'absence presque totale de syncrétisme entre Mitra et les divinités berbères ou puniques rappelle qu'un culte peut être présent sans pour autant s'inscrire dans le jeu des correspondances religieuses locales. Là où Isis ou Cybèle dialogue avec le panthéon africain, Mitra illustre au contraire la possibilité d'une coexistence sans véritable rencontre marquée par la distance doctrinale et par le caractère ésotérique du culte. Enfin, le dossier mitriaque africain invite à prendre au sérieux les cultes minoritaires pour comprendre les dynamiques religieuses d'ensemble. Même marginal, Mitra révèle la façon dont certains groupes sociaux, là je parle de soldats des cadres impériaux et étrangers, utilisent des cultes spécifiques pour construire des identités, des solidarités, des espaces de sensibilité propres à l'intérieur du paysage religieux africain. Bon, si vous acceptez, en résumé, on peut dire que le mitraïsme africain apporte surtout une série de contre-exemples. Il montre ce qui se passe quand un culte oriental ne devient ni populaire, ni officiel intégré, ni vraiment africanisé. C'est précisément en creux, par contraste avec d'autres cultes orientaux mieux implantés, qu'il éclaire les modalités d'implantation. Les résistances silencieuses et les hiérarchies internes du champ religieux en Afrique romaine. Pour conclure, on aimerait aussi connaître un peu quels sont vos projets, sur quoi travaillez-vous actuellement et quelles autres pistes de recherche aimeriez-vous explorer dans les prochaines années? Je pense que je vais un peu développer et approfondir une réflexion plus prosopographique et sociale sur les adeptes de ce culte. Soldats ou fonctionnaires, mais aussi, quand les sources le permettent, des fidèles issus du milieu plus modeste, bien sûr, si on trouve. L'idée de mieux comprendre comment ces cultes s'inscrivent dans les carrières, les réseaux et les identités de ces personnages. Pour les prochaines années, j'aimerais explorer deux pistes en particulier. D'une part, un projet de cartographie et d'analyse spatiale, type de SIC, les cultes orientaux en Afrique du Nord, afin de visualiser leur réseau de diffusion en lien avec les axes militaires, les ports et les grandes capitales régionales. D'autre part, un travail comparatif sur la disparition des cultes orientaux en intégrant le mitraïsme dans une réflexion plus large sur la fin des cultes orientaux et les transformations religieuses de l'Afrique romaine entre l'Antiquité tardive et les premiers siècles de christianisme. Bon, je vous remercie encore, vraiment merci, c'est très complémentaire, je pense, cette interview qu'on vient de faire avec votre livre, qui est un livre intéressant parce qu'effectivement, il n'y a pas beaucoup de recherches sur la question, il n'y a pas beaucoup non plus il y a quelques différences qui sont assez particulières, donc je recommande à tous ceux qui sont intéressés sur la question de ne pas hésiter et de se faire avec ce livre, Le culte des Mitras en Afrique du Nord, dont le lien doit être quelque part dans cette vidéo, affiché dans la description de cette vidéo ou dans l'article qui va avec. Donc, merci encore pour votre temps. C'était un vrai plaisir et ravi de faire votre connaissance. J'espère qu'on se reverra bientôt pour d'autres conversations sur le sujet. Je vous remercie vivement pour cet échange riche et stimulant. Vos
questions m'ont permis de revenir sur plusieurs aspects essentiels de mon travail et d'ouvrir de nouvelles pistes de réflexion. Ce fut un vrai plaisir de discuter avec vous et j'espère que cette conversation contribue à prolonger l'intérêt pour ces questions.